Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série de 4 vidéos sur les 4 saboteurs du bien-être que je rencontre le plus souvent en naturopathie. Donc il s'agit de la dernière vidéo, elle clôture le bal. On avait vu en première instance une vidéo sur la malbouffe et le sucre, une deuxième vidéo sur le béton et les avantages de la nature, une troisième vidéo sur le digital et sur les solutions de désaccoutumance à l'ère du digital et à l'excès du digital. Et aujourd'hui, on va voir le 4e saboteur qui est, selon moi en tout cas, le stress. Alors, ces 4 stress, ces 4 saboteurs ont la particularité d'impacter nos modes de vie. Souvent, ce que je remarque, c'est que en cabinet, en consultation, les personnes viennent et elles cherchent des solutions plutôt rapides, superficielles, des petits pansements qu'on peut mettre ça et là pour essayer d'avoir des résultats efficaces, rapides, mais elles ne remettent absolument pas en compte, on va dire, les fondements d'une vie saine tout simplement. Et ces fondements sont les piliers que sont l'alimentation, le sommeil, la respiration, l'activité physique évidemment. Mais ça passe aussi par, on va dire, l'éradication de certaines habitudes nocives, dont font partie l'excès de malbouffe ou de sucre, l'excès de béton dans sa vie, dans son environnement de vie, l'excès de digital tout simplement et d'accoutumance au digital, et l'excès de stress. Donc le souci, c'est pas tellement chacune de ces choses, c'est l'excès déjà, la grande quantité, la grande consommation de ces choses-là, et puis aussi le cumul de toutes ces choses mises bout à bout. Alors il y a plusieurs points communs à ces 4 saboteurs. Alors évidemment, il y en a plein d'autres de saboteurs. On aurait pu parler de pollution, on aurait pu parler de tabac, on aurait pu parler de plein de choses, mais ceux-là étaient ceux qui me venaient à l'esprit comme étant parfois les plus mis de côté ou les plus acceptés, on va dire socialement. Alors, dans les points communs, effectivement, ce sont 4 saboteurs dont on parle assez peu ou dont on a peu envie de parler. Je remarque souvent quand on évoque le sujet, le débat du sucre, beaucoup de gens me disent « ouais non, le sucre en excès c'est pas bon », mais en réalité, ils se nourrissent eux-mêmes au sucre. Si on faisait vraiment l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans les placards, on se rendrait compte que eux-mêmes sont un peu drogués au sucre. Et pareil pour le digital, c'est socialement accepté par les masses, on va dire par le groupe, et on a peur un petit peu de dévier socialement si on dit non au sucre, tout comme si on dit non au digital, ou si on dit non, si on va se retirer au fin fond de la nature et qu'on est un peu en mode ermite par rapport à la civilisation qui se retrouverait plus dans le béton. Si on dit non aussi au stress, qui est une pression sociale. Donc on n'aime pas en parler, on n'aime pas l'évoquer, la majorité passe sous silence un peu ces quatre saboteurs, ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de se rendre compte de l'impact et puis de minimiser, de prendre des actions concrètes pour minimiser l'impact de ces 4 saboteurs sur nous, notre quotidien et notre bien-être. L'autre chose, c'est que tous, on va dire, sabotent le bien-être, ça on l'a compris, mais ils ont une façon de dénaturer la nature humaine, c'est-à-dire l'être humain. Il a vraiment besoin de choses très simples, pas forcément de choses sophistiquées, compliquées ou synthétiques. Et au fil des siècles, des années, on s'est construit tout un monde qui nous dénature de plus en plus, qui nous emmène le plus loin possible de notre nature. Donc le béton, le digital en sont des exemples parfaits. L'excès de substances de synthèse, que ce soit au niveau alimentaire ou médicamenteux, sont l'exemple parfait. Je parle bien d'excès. Les sucres de synthèse en sont l'exemple parfait. Tous les additifs dans la malbouffe en sont l'exemple parfait. Et puis, par rapport au stress, on va dire, c'est le côté sournois du stress qui a pris de plus en plus d'ampleur pour des choses qui sont vraiment pas forcément aussi importantes que se faire courser au temps préhistorique par un tigre ou un lion.
Donc on est vraiment dans quelque chose où on a oublié un petit peu notre nature, on a une sorte d'amnésie par rapport à là d'où on vient, le berceau, la nature, des aliments naturels, un environnement naturel, on va dire des relations stables, sereines, posées, une attitude face à la vie qui soit sereine, posée. Et donc en ça, voilà, tous les saboteurs dénaturent notre essence propre et notre nature profonde. Tous sont addictifs. Alors évidemment, le sucre, la malbouffe, on est voilà, dans la certitude par rapport à ça, ça joue sur toute la physiologie de la dopamine dans le cerveau. Le digital aussi, bien sûr, est très addictif. Lui aussi, il joue sur la physiologie de la dopamine. Je vous invite à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse de savoir comment cette physiologie peut être délétère pour nous. Mais vraiment, on entre dans un renforcement de comportement qui cherche à renouveler le plaisir, mais c'est un plaisir qui est fictif, une quête de plaisir qui au final va nous faire du mal. Le béton est-il addictif? On avait vu dans la vidéo que c'est plus complexe que ça, on est plutôt dans... Voilà, on plonge dans un bain de béton un peu de façon inconsciente et donc en ça on peut ne pas se rendre compte qu'on est dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et le stress est-il addictif? Oui, tout à fait, bien sûr, puisque déjà il y a une pression sociale énorme pour des contraintes extérieures de l'extérieur qui nous forcent quelque part à rentrer dans un moule social, et si on ne rentre pas dans ce moule, on est un peu mis de côté. Et donc on a envie d'accentuer toujours nos comportements, d'aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus loin, pour pouvoir rester tout simplement dans le groupe, dans la tribu, dans la société. Et en ça, on peut parler d'addiction. Mais ça engendre aussi des mécanismes neuro-hormonaux qui font que on peut répéter des comportements et rentrer dans un schéma de comportement répétitif. Donc, il y a un côté dénaturant, il y a un côté addictif, il y a un côté acceptation générale par la population. On subit quelque part ces 4 saboteurs qui nous dénaturent et qui sont contre nature, sans se rendre compte, et ça c'est le dernier point commun des 4, que les effets sont quand même nocifs, particulièrement sur le long terme et particulièrement quand ces saboteurs sont consommés à l'excès. Donc on sous-estime souvent l'impact complet, global, total, holistique sur le corps, sur le mental, et j'entends par là autant les émotions qui sont à cheval entre le mental et le corps que les pensées, les croyances, ce genre de choses, et aussi au niveau comportemental et au niveau relationnel, puisque ça n'engage pas que nous. En général, on connaît très bien les effets à court terme du stress et des autres saboteurs, mais on ne connaît pas forcément les effets à long terme un petit peu plus profonds. Donc dans cette vidéo, je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, je vais définir ce que c'est que le stress très succinctement. Puis je parlerai longuement des conséquences, puisque j'aimerais pouvoir cataloguer tout l'impact du stress sur nos corps, nos cœurs, nos esprits et nos relations. Et cela vraiment en décortiquant court terme, moyen terme, long terme. Et enfin, je terminerai en vous donnant quelques pistes pour la gestion du stress, mais c'est tellement personnel que je dirais que ça demande vraiment une réflexion profonde sur soi ou de se faire aider par un professionnel. Moi, je vais vous donner mon approche qui est particulière, avec plutôt une trame pour vous montrer les grandes catégories d'outils de gestion du stress et comment je procède de façon, pour vous donner une trame, on va dire simple, structurée. Mais après, véritablement, il faudra que vous fassiez le travail d'aller voir qu'est-ce qui, parmi toutes les techniques qui existent aujourd'hui, toutes les choses, toutes les substances qu'on peut ingérer, mettre sur son corps, inhaler, et toutes les techniques de gestion du stress, qu'est-ce qui serait le plus approprié pour vous, pour réduire son impact. Si on parle de définition du stress,
Il y a plusieurs définitions qui existent, donc sans remonter aux sources et aux racines latines, grecques, etc. Je vais simplement prendre la définition qui est utilisée dans le monde anglo-saxon, dans le milieu du bâtiment. Au départ, le stress, c'était la force de contrainte qu'on appliquait aux matériaux de construction, béton, entre autres, pour tester la résistance. La résistance, voire l'usure, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut appliquer de la tension et de la contrainte, à quel moment est-ce que ça s'adapte, est-ce que le matériau s'adapte, et à quel moment est-ce que le matériau cède tout simplement ou s'use dans le temps. Et on va dire dans le monde plus du bien-être et le monde médical, on a fait une récupération de cette notion de rapport de force, de tension, en se réappropriant la définition, et on y a donné une définition un petit peu plus positive, c'est-à-dire le stress, ce serait face à un changement de vie qui soit de cause externe ou interne, donc des circonstances qui induisent un changement dans notre vie, si on l'applique à l'être humain. Ça, ces circonstances, on va les appeler des stressors, ce sont les causes, si vous voulez, qui induisent le changement. Eh bien, on va, nous, avoir, en tant qu'être humain, une réponse à ce changement. Et dans la définition officielle, il est dit que le stress, c'est la réponse, mais c'est la réponse adaptée, une sorte d'adaptation au changement. Et oui, effectivement, tout à fait, le stress est une réponse adaptée au changement et on ne pourra jamais le nier. Le stress, il est nécessaire, il est d'abord de toute façon inévitable, on ne peut pas avoir une vie sans stress, donc posons déjà les bases, c'est impossible, voilà, dans toute vie il y a du changement, donc à partir de là il faut qu'on s'adapte. Et il nous permet de nous adapter intelligemment, il y a une sorte d'intelligence du corps, de l'organisme, de la physiologie, du mental, des pensées, des émotions, qui fait que on va avoir de prime abord une réponse qui est tout à fait adaptée pour soit se sortir d'une situation difficile et donc survivre tout simplement, ou alors survivre voilà, quand c'est vraiment très vital, ou s'adapter et aller vers un mieux-être quand c'est pas vital, soit de façon plus positive, s'adapter en termes de je trouve des solutions et ce changement va induire en moi de la créativité, de l'inventivité. Je vais aller vraiment puiser dans mes ressources pour aller chercher, parce que c'est dans la nécessité qu'on va vraiment être le plus créatif et le plus inventif. Et donc là, ça va nous permettre d'évoluer, et c'est comme ça qu'on a pu évoluer au fil des siècles et des siècles. Mais ça, c'est quand le stress il est vécu, on va dire, à court terme, voire à moyen terme. Effectivement, on est dans une réponse adaptée et toute notre physiologie est complètement adaptée à ça et on peut le supporter. Par contre, là où ça devient inadapté, c'est quand effectivement on entre dans un stress qui est chronique, qui est répétitif, qui est durable, qui est vraiment s'inscrit dans le long terme, où là on va vraiment voir que tous les mécanismes internes d'adaptation vont basculer d'un coup vers de la désadaptation, tout va être inadapté et on va basculer vers une forme d'usure profonde du corps, du mental, du comportement qui fait qu'on va plus pouvoir continuer. Et puis aussi, il faut savoir que le stress, il est adapté quand un stressor est vraiment important, vital. Disons qu'il y a toute une physiologie qui se déverse dans le corps, des mécanismes qui se déversent dans le corps qui font que on va pouvoir solutionner ce problème qui est important. Mais malheureusement pour nous, face à des problèmes moins importants, quand l'organisme perçoit que ça reste une menace, même si ce n'est pas vital, eh bien la physiologie qui se déverse dans le corps, elle est identique. C'est-à-dire que le corps ne fait pas la différence, le cerveau ne fait pas la différence, pas tellement, entre un stress extrêmement vital et un stress qui l'est beaucoup moins. Et donc on va avoir la même réaction en chaîne dans le corps, avec une adaptation au début, une désadaptation à la fin.
Et le souci de nos vies modernes, c'est qu'on se retrouve bien souvent dans des stress qui ne sont pas vitaux, à répétition, à répétition, à répétition. Et donc on se met dans des schémas qui ne sont pas du tout sains pour nous. Et ces mécanismes internes, on le verra, sont déclenchés par l'intelligence du corps et du cerveau, et non pas par notre volonté. Donc ils sont complètement indépendants de votre volonté, ils sont hors contrôle, et on ne peut rien faire pour arrêter cet effet boule de neige, une fois qu'il est lancé. Enfin, on ne peut rien faire, si on peut, mais le processus sera lancé quoi qu'il advienne. Alors, concernant les conséquences du stress, on va voir les différentes conséquences du stress en fonction des différentes phases du stress. Donc, je vais procéder en vous présentant les 3 phases que vous connaissez certainement, qui sont d'abord la phase d'alarme, puis la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. On connaît, la plupart d'entre vous connaissent, les effets immédiat du stress. Vous savez reconnaître en vous tous les effets qui sont visibles, perceptibles, sensoriels, superficiels quelque part, que vous pouvez immédiatement noter, bien que la plupart des personnes quand même restent dans l'inconscient par rapport à ça et ne savent pas dire où le stress se porte dans leur corps par exemple. Mais globalement, on a quand même des notions par rapport à l'impact du stress. Et je vais rentrer dans le détail par rapport à ça. Donc vraiment tout ce qui est court terme, immédiat. Ce qu'on sait moins, c'est quand on est dans le très très long terme, là on entre dans des mécanismes de physiologie profonde qui sont invisibles, qui sont presque sournois, qui se développent malgré nous et pour lesquels on n'a pas forcément des signaux externes immédiats ou compréhensibles par nous. Et donc c'est là que on rentre vraiment dans des grosses bascules au niveau de la santé et du bien-être. Et on pourrait dire que si on avait toutes les clés dès le départ de compréhension de ce qu'est cette physiologie profonde, ce qui est le propre de cette vidéo, entre autres, ça nous permettrait de prévoir, parce que ces phénomènes sont tout à fait prévisibles. Donc, si je prends par exemple la physiologie du stress au tout départ, dans la phase d'alarme, on est dans un choc, un événement externe ou interne qui nous fait réagir de façon vive, rapide. Donc, on va avoir en quelques secondes, en quelques minutes, des hormones qui se déversent dans le corps, qui viennent des reins, au-dessus des reins, de nos petites surrénales, nos petites glandes surrénales, et qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, et elles vont automatiquement déclencher en nous cet effet boule de neige physiologique qui est commun à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Donc vous connaissez cet effet de cascade, cet effet boule de neige. On va avoir du point de vue du corps en phase d'alarme. Alors la phase d'alarme, ça peut être par exemple la voiture devant vous qui pile. Donc il faut que vous réagissiez. Vous êtes un petit peu sous le choc, on va dire, il faut que vous réagissiez. Ça peut être, vous rentrez chez vous, vous avez un individu, un truc qui est chez vous, et vous êtes sous le choc, il va falloir réagir. Ça peut être aussi tout simplement, moins vital peut-être, votre patron au bureau qui vous crie dessus pour X raison ou qui vous parle un peu sèchement et vous êtes pris de court et donc il vous faut réagir. Donc l'adrénaline et la noradrénaline, elles vont créer toute une cascade de réactions, notamment elles vont dilater les pupilles, on va hérisser le poil même si on ne s'en rend pas toujours compte, on va crisper ses muscles pour se préparer peut-être à l'action ou tout simplement être dans la tension. Notre respiration va devenir beaucoup plus rapide, beaucoup moins profonde et on va être dans une respiration moins ample et avec une fréquence beaucoup plus rapprochée. On va avoir les bronches qui se dilatent puisqu'il faut amener de l'oxygène et se préparer peut-être à l'action. Au niveau du cœur, des palpitations bien évidemment, ça tout le monde le sait, un fort débit sanguin, le sang s'épaissit et les artères se constrictent. Elles concentrent le sang dans les zones du corps qui sont importantes et qui vont être utilisées pour réagir. On transpire beaucoup plus, bien évidemment.
Et il y a d'autres hormones qui se déversent dans le corps, comme des hormones euphorisantes et antidouleurs sur le très très court terme. Tout le monde connaît le shoot d'adrénaline qui nous permet de nous dépasser, nous surpasser, aller au-delà de ce qu'on peut penser être des limites. Et donc là, on va être dans ces hormones qui shuntent la douleur et qui nous mettent dans un état un petit peu d'euphorie. On va avoir aussi des agents du système immunitaire allergisants comme de l'histamine qui peuvent se déverser parce que au tout départ, le corps qui perçoit peut-être une agression va dire je vais répondre à cette agression par le feu. Donc je vais envoyer le lance-flamme et je vais envoyer, on va dire, des agents inflammatoire à très court terme, on verra qu'après ce sera pacifié, pour tuer l'intrus, neutraliser l'intrus. Donc on va se retrouver des fois avec des réactions au niveau de la peau, d'urticaire, on va avoir des gratouilles, des rougeurs, ce genre de choses. Nos 5 sens en général sont à vif. Et puis il y a autre chose qui se passe, c'est que le sucre sanguin augmente. Alors le corps largue du sucre dans le sang, il a des réserves, pour nous permettre de pouvoir nous mobiliser et de pouvoir agir, passer à l'action et d'avoir du carburant pour le faire. Notre carburant, c'est le sucre et le glucose. Donc, rappelez-vous de ce sucre sanguin, parce que ça, c'est vraiment une réponse, on va dire, hormonale. Ça va poser problème par la suite. Alors, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en phase d'alarme dans le corps. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la libido. Parce qu'en phase d'alarme, c'est absolument pas le moment de copuler ou de se reproduire. Il y a aussi autre chose qui ne fonctionne pas, c'est la digestion. Tout système digestif va être shunté, toutes les fonctions digestives mécaniques ou chimiques vont être shuntées parce que c'est absolument pas le moment de se nourrir. Le corps fait des économies d'énergie dans certains endroits du corps pour pouvoir mettre cette énergie à profit ailleurs. Donc, rappelez-vous de ces systèmes qui se bloquent, digestifs, libido, parce qu'à moyen terme et voire à long terme, on va avoir un impact plus important, on va dire. Après, cette adrénaline, cette noradrénaline en phase d'alarme, elle va induire, on va dire, des effets émotionnels. En général, les émotions, sur un plan émotionnel, ça va être très vif. Donc, les émotions les plus vives, ça va être la peur de l'intrus chez vous, ou la peur parce que quelqu'un a pilé devant vous. Ou ça peut être l'irritabilité, voire la colère. Il y a quelque chose d'immédiat, de flambé, parce que votre patron vous crie dessus ou vous parle sèchement. Ça peut être aussi le dégoût immédiat. Le dégoût, c'est quelque chose de très rapide, où on va avoir la nausée, ou le dégoût même symbolique pour quelque chose ou pour quelqu'un. Au niveau de la pensée, c'est pas vraiment un temps, la phase d'alarme, où on va avoir une réflexion profonde, où on va rentrer dans des pensées en boucle. Non, là on est dans l'immédiateté, donc on va être surtout dans l'hypervigilance. D'ailleurs, ça va avec les 5 sens qui sont à vif, mais le cerveau est à vif aussi, donc hyper vigilant. Et aussi une forme d'anxiété ou d'inquiétude qui va très bien avec l'hypervigilance. Enfin, au niveau du comportement, pour cette première phase, eh bien, on sait que la phase d'alarme induit 4 à 5 comportements possibles chez l'être humain, qui s'inspirent du monde animal, puisqu'on fait partie du règne animal. La première, vous connaissez un peu ces comportements, ça va être de combattre. La deuxième, ça va être de fuir. Il est dit que si tu n'as pas la certitude de combattre, eh bien, ne réfléchis pas, fuis. La troisième, ça va être de faire le mort. Alors ça, c'est plus vraiment dans le monde animal où les animaux vont rentrer dans une sorte d'immobilisme qu'on pourrait apparenter, nous, alors soit on l'appelle faire le mort, soit on l'appelle l'inhibition de l'action chez l'être humain. C'est-à-dire, il ne fait rien. Il est prostré, il n'arrive pas, le choc est tellement important qu'il n'arrive pas à réagir. Donc c'est être figé quelque part, et dans le monde du travail ça pose problème d'ailleurs, parce que l'inhibition de l'action, elle peut durer sur le moyen, sur le long terme, et on peut se retrouver à subir des pressions externes par exemple,
qui sont absolument pas bonnes pour nous, et on ne réagit pas, on n'essaie pas de s'adapter justement. La dernière, qui est un peu moins connue, c'est le fait de se soumettre. En anglais, on dit fawn. Donc c'est un comportement animal, mais qu'on retrouve tout à fait chez nous aussi. C'est une façon pour l'animal d'apporter une offrande en gage de paix, pour faire la paix avec celui ou celle qu'il estime être son supérieur hiérarchique, l'alpha, le mâle ou la femelle alpha. Donc c'est une façon de faire un don et de se mettre en soumission quelque part pour pacifier les relations et éviter le conflit. Et donc ça, on le voit, que ce soit dans le monde du travail, le monde personnel, dans les relations amicales, on va avoir des personnes qui, pour éviter le conflit, vont non pas ne rien faire, non pas fuir, non pas combattre, mais être plutôt dans la pacification et donc dans peut-être quelque chose qui pourrait sembler être de l'ordre de la générosité, de l'empathie ou du don de soi, mais en fait ça cache complètement, c'est comme un masque jovial qu'on met et qui cache derrière une grande détresse parce qu'il y a ce rapport de soumission immédiat qui fait que la personne le fait à contre-cœur, souvent elle le fait sous condition, c'est pas spontané. Donc on va se retrouver avec ces 4-5 comportements possibles qu'on retrouve en première partie du stress. La deuxième phase du stress, on va l'appeler la phase de résistance. C'est une phase qui se déroule sur le moyen terme. En général, on va dire quelques semaines à quelques mois. Là encore, on est dans une réponse de semi-adaptation, du moment que ça dure pas trop longtemps. Le corps est fait pour, quelque part, endurer le stress, mais ça va dépendre encore une fois de la cause du stress et si vraiment ça a besoin d'être enduré ou pas. Mais le corps a prévu des réserves pour le moment. Donc là, l'hormone qui se déverse, c'est le cortisol et aussi l'aldostérone. Donc le cortisol, c'est une hormone qui se déverse au niveau des reins, aussi au-dessus des reins, nos glandes surrénales. Donc il y a un lien direct entre le cerveau et les glandes surrénales qui donne l'ordre de déverser du cortisol. Et le cortisol prend le relais sur l'adrénaline et la noradrénaline et il va induire des changements physiologiques un petit peu différents, certains dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure, d'autres différents. Donc la première chose, c'est au niveau vraiment physiologique profond, il va continuer à augmenter le sucre sanguin. Donc rappelez-vous, ce sucre sanguin qui est là depuis le départ, à terme ça va poser problème. Pourquoi ? Parce qu'il veut permettre au corps de continuer à fonctionner, d'avoir du carburant pour endurer à moyen terme ce qui est perçu comme du stress. Deuxième chose, c'est que pour avoir ce carburant, il va grignoter, alors il a des réserves de sucre, mais à un moment donné, il va arriver au bout des réserves de sucre et il va commencer à grignoter dans les tissus que sont les muscles, donc les tissus protéiques du corps, et dans les graisses. Donc, pourquoi il grignote dans les muscles et dans les graisses, dans les gras, dans les protéines du corps? Parce qu'il peut transformer ces gras, ces protéines en sucre, faire une sorte de transformation pour récupérer du carburant. Donc au départ, à moyen terme, on peut perdre du poids, perdre du muscle, on peut voir ces changements qui chez certaines personnes peuvent ne pas être problématiques, ça peut aller dans le bon sens pour eux. Mais on verra qu'à terme, cette physiologie va s'inverser, ça va être un souci. Troisième chose, le cortisol, par définition, au tout début, il est anti-inflammatoire. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs là d'où on tire la cortisone, qui est un grand anti-inflammatoire synthétique. Le cortisol, c'est l'hormone dans le corps qui permet d'endurer l'effort physique, mental, sur le moyen terme. Et sur le moyen terme, on va être dans quelque chose la douleur va être moins perçue, va être masquée et l'inflammation sera moins perçue et masquée. Par rapport à la phase d'alarme où on avait le corps qui déversait des agents histaminiques pro-inflammatoires pour aller détruire l'intrus, là le cortisol baisse l'inflammation et donc c'est un petit peu, ça nous permet d'aller de l'avant et de nous adapter, donc réponse intelligente du corps, mais en même temps si ça dure trop longtemps c'est pas bon parce que ça masque certaines choses qui ne devraient pas être endurées.
Et enfin, l'aldostérone en particulier va inciter le corps, j'ai pas d'autre mot, à retenir l'eau et le sel dans le corps. Donc on pourrait avoir tendance à gonfler un petit peu, faire de la rétention d'eau et de sel. Pourquoi? C'est pour pouvoir maintenir un volume sanguin suffisant. Donc ça augmente un petit peu la tension artérielle pour pouvoir mobiliser son corps de façon massive si on en a besoin. Mais attention, ça fragilise les vaisseaux. Donc on verra que ces 4-5 points de physiologie, en troisième phase vont connaître cette fameuse bascule dont je vous parlais et nous amener vers des scénarios qui ne sont pas super pour la santé. Donc après ça, c'est la physiologie profonde, mais toujours au niveau du corps, si on devait décrire les effets du stress à moyen terme, beaucoup de gens les connaissent aussi. Premier effet connu, c'est la fatigue, une sorte d'usure qui s'installe avec le temps par rapport au système nerveux. On a moins de peps, moins d'énergie, et cette fatigue, elle s'installe quel que soit le degré de repos. C'est-à-dire que même si on se repose, on a l'impression qu'on n'arrive pas à repartir. Donc ça, c'est le premier signe d'appel pour du stress qui a duré un petit peu trop longtemps. Souvent d'ailleurs, le sommeil n'est pas récupérateur, les phases de repos sont moins importantes, on ne respecte pas forcément ces rythmes et donc on se retrouve avec un rapport dépense d'énergie, récupération d'énergie qui est complètement bancal. Et le mental s'en mêlant, on va voir l'impact mental émotionnel, puisque là on est dans la phase moyen terme, on peut commencer à gamberger un petit peu. Le mental et les émotions qui peuvent être ressassées vont aller à l'encontre des phases de repos, de détente et de sommeil profond et récupérateur, puisque on ne va pas lâcher prise aussi facilement. Donc, au niveau du système nerveux, on va se retrouver en fatigue, en usure, en manque de repos, en hypersensibilité. Peut-être vous vous reconnaîtrez là-dedans. Je suis hypersensible au bruit, hypersensible à la lumière, aux lumières vives. Ça peut déclencher des acouphènes qui sont liés partiellement au stress, il peut y avoir d'autres facteurs, mais le stress est indéniable. Souvent, les gens qui sont stressés remarquent que les acouphènes augmentent, s'amplifient à ce moment-là. Ça peut déclencher des vertiges, ça peut déclencher toujours au niveau du système nerveux neuromusculaire, des contractures, des spasmes, voire des tremblements. Donc contractures, les gens prennent le stress dans leur corps à des endroits différents. Donc ça peut être le plexus noué, la mâchoire serrée, la gorge serrée, constrictée, le ventre noué, les jambes sans repos, etc., etc. Les trapèzes qui sont complètement figés. Donc on va retrouver des crampes, des contractures, des maux de tête, souvent des migraines au niveau neuro. Et puis au niveau respiratoire, tout à l'heure on avait vu que la respiration était raccourcie. On peut garder ce profil, ce pattern de respiration raccourcie avec souvent une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. On n'a pas la pleine amplitude, le plein loisir de développer son souffle et sa poitrine. Et certaines personnes vont rentrer par stress dans des apnées de jour, de nuit, pire, puisque là on ne s'en rend même pas compte. Donc la respiration va être affectée. Au niveau de la peau, je vous parlais tout à l'heure d'urticaire en phase, on va dire, d'alarme. Là, on peut avoir des conditions de peau qui sont plus de l'ordre du moyen terme, c'est-à-dire de l'eczéma. On sait que c'est extrêmement lié au stress, du psoriasis, de l'acné aussi, qui est bien sûr un jeu hormonal, mais aussi lié au stress. On va avoir au niveau cardiaque, donc cette tension artérielle augmentée qui peut être utile un certain temps, mais va présenter quand même des risques pour les vaisseaux, autant au niveau du corps que de la tête. Et puis, on va retrouver tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous parlais de digestion qui était shuntée quand il y a du stress. Et bien là, on va retrouver toute la batterie de troubles digestifs sur le moyen terme, de gens qui vont dire je suis constipée, ou au contraire, j'ai de la diarrhée. Oui, parce que mécaniquement et chimiquement, la digestion fonctionne mal quand
la physiologie du stress est enclenchée, tout s'arrête. Donc les sucs digestifs ne se déversent pas comme il faut et la motricité de l'estomac, de l'intestin ne fonctionne pas comme elle devrait. Donc les aliments ne sont pas dégradés en petits morceaux et ils ne sont pas véhiculés aussi correctement qu'ils devraient vers l'extérieur du corps. Donc on se retrouve avec des aliments qui stagnent, des gros morceaux, donc des ballonnements parce qu'il y a des fermentations quand les aliments stagnent, donc des gaz, des putrescences, donc des irritations du milieu intestinal, alors peut-être pas de la diarrhée, mais il y a certaines personnes qui expriment le stress par des selles molles et une irritation du tractus digestif. D'autres, parce qu'elles s'expriment différemment, ça va être plus de la constipation parce qu'on est dans une stagnation sèche des aliments dans l'intestin. Voilà, donc on peut être irrité, bloqué, ballonné, gaz, etc. Et ces troubles digestifs, souvent on va se dire c'est ce que j'ai mangé ou c'est le manque d'activité physique. Alors que bien souvent c'est le stress. Et il y a un impact direct, indéniable entre le stress et la digestion. Autre chose, je vous disais aussi que lors de la phase d'alarme, la libido était shuntée. Mais à moyen terme, le stress va avoir réellement un impact hormonal, pas juste sur les hormones de stress, adrénaline, cortisol, mais aussi sur d'autres glandes hormonales, en particulier la thyroïde et les ovaires. Il y a un effet direct, une autoroute entre le cerveau et les glandes surrénales, entre le cerveau et les ovaires, les gonades, et le cerveau et la thyroïde. Et le stress impactera toutes ces glandes hormonales. Donc au niveau des ovaires, ça va créer des déséquilibres et de l'irrégularité dans le cycle menstruel de la femme, voire des troubles de la fertilité, chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs. Évidemment des troubles de la libido, même à moyen terme. Donc voilà, ne pas sous-estimer le stress dans les troubles de fertilité. Et puis, au niveau de la thyroïde, il va y avoir un impact indéniable sur la thyroïde qui, sans rentrer dans le mécanisme complexe de la thyroïde, elle est impliquée dans le métabolisme. Et en général, elle donne beaucoup et à un moment donné, elle s'effondre en hypothyroïdie. Donc on va retrouver des pathologies d'hyper ou d'hypothyroïdie parce qu'on aura trop usé le compte en banque énergétique du corps. Donc ça fait beaucoup de systèmes du corps. Là, je suis juste sur le corps à moyen terme. Certains signes, vous avez pu les reconnaître. D'autres, peut-être vous ne connaissiez même pas ce lien avec le stress. On pourrait continuer encore longtemps. Il y a un impact sur le système urinaire. Quand on est sous stress, on va faire pipi plus souvent. C'est une réaction, on va dire, animale que quand on a peur de faire pipi ou quand on veut se sécuriser, de faire pipi, de marquer son territoire quelque part. Donc il y a plein de mécanismes et quel que soit le système du corps, tout système va être impacté par le stress quasiment, soit en amplifiant les effets, soit en réduisant les fonctions de certains systèmes. À moyen terme, l'impact sur les émotions, ça va être des émotions vives aussi, bien sûr. On peut réitérer la colère, on peut réitérer la peur, et ça va s'amplifier. Ou alors, ça peut être d'autres émotions qui, des fois, nécessitent un petit peu plus de maturation, comme la tristesse, même si on peut être triste immédiatement. La tristesse, elle s'entretient aussi souvent sur le long terme, comme la culpabilité qui s'installe souvent sous le long terme. On peut développer des nouvelles émotions qui vont s'approfondir et puis grandir, se construire. Et puis bien sûr au niveau des pensées, au-delà de, en phase d'alarme, on avait vu l'hypervigilance, l'inquiétude, l'anxiété. Là, on va tomber véritablement dans tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire les pensées en boucle, le fait de se repasser le film de tout ce qui crée le stress, de se repasser le film en permanence de tout ce qui est anxiogène, d'avoir tous les jours 80% des mêmes pensées, sans renouvellement de pensée. Donc rumination mentale, obsession mentale, ça impacte évidemment le sommeil comme je vous le disais, et ça amène vers
des scénarios mentaux qu'on se construit, des croyances, on va commencer à projeter des choses qui sont au-delà du factuel, on va imaginer peut-être des choses qui n'ont même pas eu lieu d'être. La différence entre le factuel et l'émotion qu'on y appose ou la construction mentale et imaginaire qu'on y appose. On va avoir des pensées des fois donc de susceptibilité, on devient susceptible alors qu'on n'a pas forcément lieu d'être, des pensées souvent plombantes, négatives, ce qui amène vers bien souvent du doute, bien souvent de la dévalorisation de soi, voire de la perte d'estime de soi et de la perte de confiance en soi. Donc tout ça, c'est plutôt de l'ordre du moyen terme. C'est pas quelque chose qui est immédiat, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Vous voyez l'évolution que ça peut avoir entre les différentes phases du stress. Toujours en phase de moyen terme, on va être dans cette phase de résistance, on va retrouver des conséquences sur le comportement. Donc là, le comportement, waouh, il y a toute une liste, une batterie de choses que l'être humain fait pour décompenser une tension, une pression nerveuse, pour soulager en fait une pression qui est trop forte et pour décharger l'énergie ailleurs, ou pour calmer, décharger pour calmer, pour trouver quelque part un endroit, une substance refuge, ou alors pour stimuler quand on a trop de fatigue et remonter l'énergie. Donc là, en termes de comportement, on va retrouver tout ce qui est un peu addictif, qui va booster ou calmer. Donc le tabac, l'alcool, toutes les drogues récréatives ou autres, les médicaments, en particulier je pense aux médicaments calmants, sédatifs, tous les aliments qui peuvent être soit en général boostants, donc le café, le sucre, les boissons énergisantes à la caféine, ce genre de choses. Le rapport à l'alimentation qui serait comme un défouloir, donc l'hyperphagie, le fait de manger trop parce qu'on a besoin de fuel, on a besoin de sucre, rappelez-vous, ou parce qu'on se défoule émotionnellement, on a un manque affectif, on se défoule sur la nourriture. Mais rappelez-vous toujours de ce besoin de sucre, puisque le corps en a besoin pour endurer le stress. Donc on va retrouver de la boulimie, de l'hyperphagie, ou au contraire, chez certaines personnes, un désintérêt total, un dégoût, rappelez-vous la sensation, émotion de dégoût pour la nourriture, où on va rentrer dans l'extrême inverse qui est l'anorexie. Certaines personnes, le stress fait grossir, certaines personnes, le stress fait maigrir. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est refuge dans TV, écran. Donc, au niveau du comportement, on va avoir de l'addiction au digital ou alors aux sensations très fortes. Il y a des gens qui ne se sentent pas vivre et qui ont une telle pression qu'ils ont besoin de décharger l'énergie. Donc, via des sports extrêmes, ou des sensations très très fortes, qu'elles soient virtuelles ou réelles, ou alors de l'hyperactivité pour décharger l'énergie sportive ou sexuelle. On retrouve souvent des comportements addictifs sportifs, on se réfugie dans le sport ou dans le sexe pour décharger de l'énergie, alors que c'est plus forcément de l'ordre du plaisir. Et on va retrouver aussi, n'oublions pas, la carte bleue avec les achats compulsifs, où on va, pour se faire plaisir, pour décompenser par rapport à une frustration, une tension qu'on a ailleurs, aller acheter des choses à outrance. Donc on va retrouver ces comportements compulsifs, hors contrôle quelque part, addictifs, qui sont manifestes et que la plupart d'entre nous connaissent, parce que le cerveau humain est câblé pour fonctionner comme ça quand il est mis sous tension, sous pression. Enfin, à moyen terme, on va retrouver vraiment un impact sur des relations. Donc tout notre relationnel va être remis un petit peu en cause, et la première chose, ça va être des difficultés de communication. Là où on aura peut-être pu accepter certaines choses dans la phase d'alarme du stress, là on va se retrouver avec peut-être plus d'agressivité dans notre façon de communiquer, moins de temps passé à choisir ses mots. On n'est pas du tout dans la communication non violente. Parce qu'on subit, parce qu'on souffre et qu'on décharge aussi différemment.
Ou alors un enfermement où effectivement on n'a plus envie de communiquer parce que on souffre intérieurement, donc c'est trop difficile de le faire, les autres ne comprennent pas de toute façon. Ce qu'il faut comprendre, cette phase de moyen terme, c'est que c'est une phase de résistance, elle est physiologiquement là pour nous permettre d'endurer, mais voilà, nos capacités physiologiques, mentales, émotionnelles s'arrêtent là, et il y a des vases communicants entre le corps, l'esprit et le corps, le cœur, l'esprit, le corps, le mental. On va retrouver un stress qui d'abord est corporel, une agression corporelle qui va impacter le mental et nous ramener vers de la morosité. Et inversement, on va retrouver un stress qui est mental ou émotionnel, où on va être agressé et avoir une certaine morosité, et ça va impacter ou alors des tensions au niveau émotionnel ou mental, et ça va impacter le corps sous forme de tensions, de contractures, de crampes, voire de pathologies à terme et de dérèglements hormonaux. Donc on parle de vases communicants somato-corps, somatopsie, ou psychosoma, ça marche dans les deux sens, et puis après ça se retranscrit sur l'extérieur de l'organisme sous forme d'action, de comportement, de parole, et puis après vers l'extérieur sous forme de relation. Donc on a fait le tour de cette deuxième phase. Alors dans la dernière partie, la dernière phase de, on va dire, l'évolution du stress dans notre organisme, on est en phase 3, et la phase 3 c'est la phase d'épuisement. Ça prend en général des années. C'est sournois, c'est une évolution dont on ne se rend pas forcément compte. Et c'est là où je vous disais qu'on ne connaît pas forcément tous les effets de physiologie profonde qui basculent vers un mal-être absolu et vers des troubles de santé avérés, parce qu'ils sont invisibles, parce qu'ils ont une progression qui s'inscrit dans le temps, qui est sournoise, mais en même temps ils sont complètement prévisibles, et j'aimerais que avec cette vidéo vous puissiez faire les ponts entre le moyen terme, le long terme, et voir comment quelque chose d'a priori positif basculer vers du négatif. Et plus on est conscient de ça, plus ensuite on va essayer de réduire l'impact du stress dans sa vie pour éviter ce genre de scénario. Donc au niveau de la physiologie profonde, déjà c'est toujours le cortisol au niveau hormonal qui est sollicité. Le problème c'est que ça fait des mois, voire des années maintenant qu'il est sollicité, et à un moment donné il va arriver à une certaine limite de ses propres capacités. Donc là où il nous avait mis en adaptation, en endurance, en optimisation à court terme, moyen terme, il va maintenant basculer vers de la désadaptation et un effondrement. Donc tout à l'heure, on avait vu qu'il nous permettait de garder un certain volume de sucre sanguin élevé dans le sang. Mais ça, à long terme, c'est pas bon, puisque qui dit sucre sanguin élevé dit diabète. Ensuite, on avait vu que le cortisol nous avait grignoté les tissus graisseux et protéiques, donc il va grignoter les muscles, va grignoter les graisses. Ça peut sembler ok de prime abord, mais il faut savoir que dans les tissus à base de protéines, il y a aussi les os. Et à terme, à très long terme, plus le corps va grignoter ses propres protéines, ses propres graisses pour pouvoir les transformer en sucre, pour pouvoir avoir ce fuel, pour pouvoir s'adapter au stress, plus on va grignoter dans ses propres os, et donc pour les personnes qui ont un terrain fragile, se créer de l'ostéoporose, voire des fractures. Ensuite, on avait vu au niveau graisseux, il y a une transformation qui s'opère. Autant à moyen terme, le cortisol grignotait les graisses, autant à long terme, le cortisol, il se dit, finalement, j'ai besoin de réserve. Et donc, je vais stocker les graisses autour ici du ventre. Et la prise de poids typique du cortisol chez la personne qui est stressée ou qui a été stressée, c'est la bouée ici autour du ventre, des hanches. En général, les personnes peuvent avoir des jambes relativement fines, mais elles stockent tout ici. Ça, c'est vraiment, il y a écrit cortisol en énorme dessus, et souvent les gens ne le savent pas. On en avait parlé dans la vidéo sur le sucre. Donc, il y a la maigreur en bas et le surpoids en haut du corps. Les gens qui ont des gros bidons, que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Ensuite, on va voir que le cortisol, qui nous avait aidé en calmant l'inflammation dans le corps,
qui avait enlevé la sensation de douleur, d'inflammation, eh bien, à long terme, ça va être traître, tout simplement, parce que si le corps a la sensation qu'il n'y a pas d'intrus, qu'il n'y a pas d'inflammation, donc qu'il n'y a pas de danger, eh bien, on sait maintenant avec les études cliniques que ça déboussole le système immunitaire et que on a des agents immunitaires, lymphocytes, globules blancs ou autres, qui ne sont moins sollicités ou mal sollicités, alors que peut-être il y a réellement une menace parce qu'en parallèle du stress, il y a une pathologie qui s'est développée. Et l'immunité ne va pas forcément réagir comme elle devrait. Donc on parle des fois de chute d'immunité, de baisse d'immunité, parce que le cortisol a masqué le risque réel en agissant toujours, en faisant comme si il n'y avait pas d'inflammation. Et on sait qu'on ouvre le champ à plus facilement des infections, des pathologies quand on est sous stress à long terme. Autre chose, on parlait de la rétention d'eau et de sel dans le corps. Alors, ça nous servait à garder un volume sanguin relativement important pour réagir au stress. Mais là, maintenant, à long terme, ce volume sanguin plus important, le fait de faire de la rétention d'eau et d'augmenter la pression dans la tuyauterie que sont les vaisseaux, ça va créer des scénarios d'hypertension artérielle avec tous les risques que ça comporte, en particulier les risques d'éclatement des vaisseaux et d'accidents vasculaires cérébrales, etc., etc. À côté de ça, on a d'autres choses qui viennent naturellement avec un stress qui est là à long terme. On a pu faire des études sur des personnes, des soldats en temps de guerre et voir que des ulcères se créent dans l'estomac parce que une des réponses du stress, c'est de bloquer la digestion. Mais pas l'acide chlorhydrique dans l'estomac. L'acide se déverse. Donc le scénario typique de l'ulcère, c'est la personne qui est trop stressée. C'est une des causes. Il y en a d'autres, mais il faut quand même se pencher dessus. Autre chose, c'est tous les dérèglements hormonaux dont je vous ai déjà parlé, que ce soit les gonades, les ovaires, la libido, la fertilité, mais aussi la thyroïde, mais aussi les surrénales. Tout l'arbre hormonal dépend de notre cerveau, de l'hypothalamus-hypophyse. Et donc, à long terme, ces dérèglements vont s'accentuer. Donc, si vous vous retrouvez avec des pathologies au niveau thyroïde, au niveau ovarien, au niveau cycle menstruel ou des incapacités à fonctionner normalement, ça peut vraiment... Enfin, le stress fait partie en général du tableau, même si ce n'est pas l'unique cause, bien entendu. Ensuite, on sait que le cortisol lui-même va s'épuiser à terme. Donc, c'est là qu'on arrive à un scénario de burn-out, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Et le cortisol, c'est un peu le jus qui nous fait tenir. À un moment donné, quand il n'y a plus rien dans les réserves, on ne peut pas les inventer. Donc ça nous amène à une usure physique, mentale, émotionnelle, globale qui est très importante. Les gens disent « je suis épuisée, j'arrive pas à me lever le matin, j'ai plus de jus, j'ai plus la motivation, j'ai plus de réponse en fait, ni du corps, ni du mental, ni du cerveau. On est dans des dysfonctions du cerveau, on est dans des dysfonctions du corps qui sont malgré nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et au niveau du mental, ça peut se retranscrire par des troubles très importants de la concentration, de la mémoire, de la prise de décision aussi, c'est-à-dire qu'on n'a plus le discernement nécessaire pour... y voir clair tout simplement, donc ça atteint les fonctions cérébrales et on va se retrouver en burn-out mental. On ne peut plus fonctionner tout simplement, donc au niveau du travail et du quotidien, ça devient très handicapant. Il y a aussi un enfermement mental qui s'opère avec des fois des pensées de plus en plus obsessionnelles, de la paranoïa, de la susceptibilité à outrance, des fausses croyances, voire du sabotage, auto-sabotage ou sabotage extérieur. Et ça s'appelle le burn-out mental et c'est pas bon du tout. Au niveau émotionnel, au niveau plus moral, c'est-à-dire le moral, on va avoir une chute
de la sensibilité, on va rentrer dans une sorte d'insensibilité. Là, on était trop émotif, les 5 sens à vif, les émotions qui débordaient. Là, on rentre dans je m'en fiche en fait. Si je m'en fiche parce que je peux plus. Donc, une insensibilité vis-à-vis de soi. Et on sait qu'un des symptômes du burn-out, c'est la dépersonnalisation. On perd un peu la sensation d'identité, de valeur, de ce en quoi on croit, de motivation. Donc on est dans la démotivation et on s'approche, plus les pensées sont négatives, de la dépression. Oui, il n'y a plus d'accomplissement personnel, on n'a plus les capacités de faire quoi que ce soit, on n'a plus le jus, on n'a plus la flamme intérieure, donc on va vers de la dépression. Au niveau comportemental, là, on est vraiment à un stade où on n'a plus de capacité, donc on peut être soit, avant de perdre toutes ses capacités, dans de l'excès d'action, voire de l'excès de présentéisme au travail, mais une fois qu'on crache, on crache. Donc ça va être de l'absentéisme à tout niveau, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations externes. On est dans l'isolement, on s'enferme, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et enfin, au niveau des relations, eh bien, l'insensibilité qu'on connaît vis-à-vis de soi-même, on va la connaître vis-à-vis des autres, parfois de ses proches qui ne comprennent pas, n'ayant plus d'intérêt pour les autres ou voire plus d'affection, parce qu'encore une fois, on n'a plus de jus. Donc c'est malgré nous. Et le burn-out, c'est vraiment quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux. C'est pas quelque chose dont on se relève en quelques semaines. Ce sont des mécanismes qui sont en jeu depuis très très long terme. Et là, on voit qu'en phase d'épuisement, on a à la fois le côté usure nerveuse, physique, mentale, émotionnelle, burn-out, mais à la fois des gros risques pour la santé, avec des pathologies à avérer, des risques même d'accidents internes avérés. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se pousser jusqu'à ce niveau-là ? Eh bien, à chacune de faire le point par rapport à ça. Alors maintenant qu'on a dressé ce tableau un petit peu noir de toutes les conséquences du stress à court, moyen, long terme sur le corps, la physiologie profonde, le corps, les signes superficiels, le mental via les pensées, les émotions, les comportements et les relations, ça fait un paquet de choses et Dieu sait que je n'ai pas tout énuméré. J'ai essayé de vous donner une liste la plus complète possible, mais on en découvre tous les jours, donc tout est lié de toute façon. Je vous disais, il y a des ponts et des vases communicants dans le corps, et à vous de voir, dans un premier temps, peut-être qu'est-ce qui fait défaut chez vous, d'identifier vraiment les causes et les conséquences. Déjà, c'est un bon départ. Alors là, on va se tourner vers les solutions. Je ne vais pas vous donner des solutions détaillées, je vais vous donner plutôt une trame qui est mon approche à la physiologie du stress et à la perception du stress, sachant que c'est une approche qui est particulière puisque je m'adresse aux personnes sensibles, très hautement sensibles, qui vont moins bien vivre le stress. Alors, premièrement, moi j'aborde toujours le stress par des clés à court terme. On fait un point sur la sensibilité, bien entendu, j'y reviens tout à l'heure, mais on va regarder les clés à court terme, puisque la personne elle a besoin de billes pour aller mieux. Donc les clés à court terme, en général, elles passent par le corps. Ça passe par des respirations, mais il faut qu'elles soient adaptées aux besoins de la personne, donc pour ça on fait un bilan du souffle. On regarde là où il y a des blocages sur les différents temps du souffle, inspire, rétention, expire, rétention. On peut faire des respirations de toutes sortes. Moi, je m'inspire de respirations de Qigong, mais ça peut être des respirations géométriques, en forme de triangle, en forme de rectangle. Ça peut être des respirations comme la cohérence cardiaque, ça peut être des respirations inspirées du yoga. Une respiration toute simple, ce serait d'inhaler sur 4 temps en pensant ou en disant « je suis ». Donc, inspire, expire sur 8. Inspire, je suis, 4 temps. Expire, en paix, 8 temps. Et l'idée toujours, c'est d'allonger l'expire. Pourquoi on agit sur le corps via la respiration ? Parce que c'est un des leviers les plus puissants qui existent pour calmer la physiologie, la fameuse cascade boule de neige du stress. Rappelez-vous, la cascade boule de neige
physiologique du stress, elle est indépendante de notre volonté. Or, on a 2 outils qui nous permettent de travailler partiellement sur le corps volontaire et partiellement sur le corps involontaire. C'est la respiration qui est partiellement volontaire, partiellement automatique. Et on a les 5 sens qui vont avoir un impact profond sur le cerveau et donc envoyer des bons messages d'excitation ou de détente. Donc la respiration, pour moi, c'est un outil essentiel pour calmer le corps via un nouveau rythme qu'on impose par la volonté qui va agir sur la partie involontaire du stress et du corps. L'aromathérapie, les 5 sens, dont le sens olfactif, sentir des huiles essentielles relaxantes ou dynamisantes, va être essentiel pour agir directement sur le cerveau via le bulbe olfactif. Donc je me sers beaucoup de ça. Le massage aussi, l'automassage ou le massage chez quelqu'un, une tierce personne, va nous permettre de détendre des contractures qui s'installent dans le corps, qui s'engramment dans le corps. Donc je vais puiser dans des choses très corporelles pour agir, calmer ou dynamiser en fonction du besoin. Dynamiser pour les personnes qui seraient en burn-out ou très très basses et qui ont besoin de cocooning, mais aussi de réveil et d'éveil. Donc on fait le point au départ à court terme sur les petits outils utiles, efficaces, qui vont avoir un super effet de levier, et à la fois sur votre ressenti. C'est-à-dire dans votre corps, essayez, on travaille ensemble sur l'identification des émotions, des pensées et où elles se logent dans le corps, à quel endroit du corps elles se logent, dans quelle zone du corps, quels organes. À partir de là, il y a plein de pratiques qui existent pour sortir certaines tensions et inviter certains agents apaisants à rentrer dans cette zone du corps, dans cet organe. On va avoir ensuite, à moyen long terme, je travaille plus sur des outils qui vont permettre plus de la réflexion ou de la routine. Donc on va beaucoup s'interroger sur les causes du stress. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est regarder les informations trop souvent, qui sont anxiogènes? Est-ce que c'est le fait de vivre dans un bain de béton? Est-ce que c'est le fait d'être happé par le digital? Est-ce que c'est un trauma particulier? Est-ce que c'est un manque de temps pour soi? Donc on travaille beaucoup les rythmes de vie. Et aussi, on cherche à identifier ces causes, mettre le doigt dessus pour pouvoir les changer, les faire évoluer. Donc si on est dans le béton, on va aller chercher un bain de nature. Si on est addict au digital, on va chercher à se désaccoutumer du digital. Il y a plein de techniques, dont celle exposée dans ma vidéo sur le digital. Si on est dans le trauma, on va voir comment on peut se déprogrammer du trauma. Si on est dans le fait de regarder les infos à la télé, peut-être qu'on chante les infos. S'il y a un souci au niveau travail-famille, on voit comment on peut surfer la vague ou changer les petites choses. Donc c'est un travail qui a lieu plus à moyen terme, à long terme, et ça n'empêche pas quand même un travail sur le corps, sur les émotions, sur le mental. Donc au niveau du corps, moi je travaille beaucoup j'utilise le Qigong, d'ailleurs c'est le pont entre le corps et le mental. Vous retrouverez beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube Qigong et émotion qui font le pont parfait entre l'émotion, le mouvement du corps et le souffle. Donc on travaille le son, on travaille le souffle, on travaille le mouvement conscient. Ça peut aussi passer par le massage. Au niveau émotionnel, donc moi je trouve que c'est un des meilleurs outils, c'est de passer par le corps. Il y a plein d'autres techniques qui existent. Et ensuite, le mental, on va plus faire un travail de réflexion qui demandera du temps. On va tenir un cahier du mental pour identifier les pensées négatives, les schémas de construction négatifs, les croyances erronées, et pour observer et réaliser qu'on a ces schémas qui se répètent et qu'on va ensuite élaborer des pensées positives. Il y a certaines méthodes qui existent pour les construire, pour pouvoir se projeter dans des croyances plus nobles, plus positives, plus porteuses, avec tout un système de valeurs qui vous est propre à vous. Donc on va creuser dans ce qui est important pour vous, dans votre identité, vos valeurs. Et puis ces croyances vont ensuite nourrir le passage à l'action vers des choses plus vertueuses
et plus prometteuse. Évidemment qu'il y aura tout un travail sur les rythmes de vie, le temps pour soi. Donc on regarde vraiment sur une journée de 24 heures comment vous découpez votre temps entre les temps de repos et les temps de dépense d'énergie, les temps que vous dédiez aux autres et les temps que vous vous dédiez à vous, le temps qui est subi, le temps qui est choisi, etc. etc. Gros travail sur le sommeil, puisque le sommeil, c'est une des meilleures réponses au stress. Tout ce qui est temps pour soi, mais aussi récupération profonde de sommeil. Donc, s'il y a besoin de ce côté-là, on a tout un arsenal de techniques d'endormissement, de substances, plantes qu'on peut prendre pour faciliter l'endormissement, compléments alimentaires, etc. Travail sur l'activité physique, donc douce dans un premier temps, ou plus dynamique plus tard pour soit récupérer de l'énergie quand on est effondré tout en douceur ou maintenir un niveau d'énergie sympa sans tomber dans l'excès. Il y aura aussi tout un pan sur l'alimentation, trouver une alimentation énergisante, vraiment nourricière, vraiment avec une densité nutritionnelle exceptionnelle qui fera que on mangera peut-être moins, mais on mangera plus riche et donc on va avoir tous les agents dont on a besoin pour créer de l'énergie au niveau cellulaire. Et on sait qu'il y a des alimentations dénutries, pauvres, synthétiques. On ne va pas retrouver ces choses-là, on va faire du remplissage, mais pas forcément se nourrir en profondeur. Et on va se tourner vers aussi calmer, apaiser les excitants comme café, alcool, energy drinks, ce genre de choses, et puis les remplacer surtout par d'autres choses pour pas être dans la frustration. Au niveau des plantes, il va y avoir tout ce qui est plantes sédatives, calmantes, ou plantes hypnotiques qui nous aident à induire le sommeil, ou plantes adaptogènes qui nous aident à endurer le stress au niveau physique et mental sur le moyen terme, sans tomber dans le piège de ne dépendre que de plantes, que de compléments alimentaires, comme une solution miracle superficielle, sans remettre en cause les fondements de la vie que sont sommeil, respiration, alimentation, activité physique, ce genre de choses. Et puis je terminerai en disant que mon approche particulière, elle est de m'adresser aux personnes hautement sensibles. C'est quelque chose que je connais très bien. Et la haute sensibilité, on va dire qu'elle est particulièrement affectée par le stress, puisque les personnes hautement sensibles sont beaucoup plus dans la captation des stimuli que les autres. Elles se posent plus de questions, elles sont plus à vif, plus en hypervigilance, et donc plus facilement en usure nerveuse, mentale, physique, émotionnelle. Elles sont plus dans l'empathie. Donc, le profil sensible, c'est un profil qui est très particulier, avec des besoins très particuliers. Je ferai plus de vidéos sur ça à l'avenir, qui est très, très perméable au stress. Et donc, il y a tout un pan des consultations où on va regarder dans le détail en quoi vous êtes sensible et est-ce que vous avez conscience des besoins très spécifiques de la sensibilité? Est-ce que vous les respectez chez vous? C'est rarement le cas, puisque la société a fait tout en œuvre pour fragiliser, on va dire, la perception des personnes sensibles, et donc souvent il y a des croyances qui s'installent par-dessus de la sensibilité qui font que on pense être faible, timoré, alors que c'est pas du tout le cas. Donc il y a un énorme travail, et oui, j'utilise beaucoup le mot travail, mais ça devient ensuite un plaisir autour de l'identité en tant que personne sensible. Qui est-on? Qui veut-on devenir? Et de la valorisation de cette sensibilité, comme quoi c'est un don et qu'on a beaucoup de choses à partager à ce monde, mais avec le monde, mais qu'on a besoin de se respecter et beaucoup plus que d'autres personnes. Donc encore une fois, tout mon accompagnement va être axé autour de ces besoins très particuliers de la sensibilité, comment on peut les adapter par rapport à un accompagnement classique face au stress, à la fatigue et à l'épuisement. Et enfin, il y aura toute une réflexion autour de la communauté de cœur d'une personne sensible, et dans le cadre du stress, on sait que les relations sociales sont fortement impactées, donc c'est une façon d'avoir une réflexion, de faire le tri par rapport à son entourage, son environnement de vie, mais aussi les personnes qu'on a autour, et voir si elles sont porteuses de nos dons, nos qualités, notre énergie, ou si au contraire,
elles, les tirent vers le bas et auquel cas il y a un gros ménage à faire. Donc voilà pour cette vidéo qui est encore une fois une vidéo longue. Les 4 vidéos sur les saboteurs sont des vidéos longues parce que c'est difficile de faire court de toute façon si on veut pouvoir offrir un panorama le plus large possible. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir été là jusqu'au bout, en espérant que ça puisse vous offrir quelques petites bribes d'informations. Évidemment qu'il y a plein de choses que vous connaissez déjà, mais il y en a d'autres peut-être que vous découvrirez. Vous pourrez faire le lien vis-à-vis de vous-même et dire « Ah tiens, voilà, j'arrive à faire le pont entre tel phénomène et tel phénomène ». Si mes programmes d'accompagnement vous intéressent, je vous invite à aller visiter le site mynaturel.fr sur lequel vous retrouverez mon approche par rapport à la sensibilité et les programmes d'accompagnement pour les personnes hautement sensibles, qu'elles soient en période de stress, donc d'hyper-dépense d'énergie, d'hyperactivité et de débordement, ou qu'elles soient en effondrement, en fatigue, en usure, ou qu'elles soient plutôt dans une perte de repères et de sens par rapport au monde qui les entoure du fait de leur sensibilité. Je suis là pour vous via des méthodes naturelles de bien-être pour le corps, le cœur et l'esprit. Je vous remercie encore et je vous dis à tout bientôt.